C'est parti pour les ultimes retouches et modifications de cette carte où je redécoupe les frontières du monde en fonction du thème principal qui est les familles linguistiques. Suite à de nombreux commentaires, en particulier dans la partie européenne, j'ai décidé de corriger le tir et d'aller plus en précision. Surtout que j'avais fait une première carte pour m'amuser sans chercher la perfection. Est-ce que vous êtes exigeant? Mais ok, pas de souci, on va être précis alors. Bien, à commencer par l'astrerie, que j'avais par erreur greffée au Portugal. Mais vous avez raison, elle est mieux à rester au sein de l'Espagne puisque c'est un nœud commun dans l'arbre linguistique. De la même manière, pour ceux qui râlaient que catalan et occitan n'avaient rien à faire ensemble, ils font bien partie du nœud commun occitano-roman, donc si, ça reste ensemble. Et je vais aller retoucher les frontières plus en détail pour l'occitan, et notamment dans le Piémont frontalier. Ensuite, certains me l'ont signalé à raison, et c'est vrai que j'aurais pu le faire dès le départ, mais c'est de créer l'arpitanie, de langue franco-provençale, même si je trouve le terme arpitan moins trompeur. Ça s'apparente un peu à redonner l'indépendance de la Savoie, comme certains ont demandé, mais un peu plus vaste que ça en France et en Suisse, jusqu'au Val d'Aoste italien. Là c'est sûr, vu comme ça, on a vraiment éclaté la France. Ce qu'il reste, ce sont donc les langues d'Oïl, et je vais donner d'ailleurs Luxembourg, la ville, pas l'intégralité du territoire. Comme ça partage un peu entre langue française qui est très parlée et la langue germanique qui est la langue d'origine de la région. Mais puisque j'ai été impitoyable avec la France, pourquoi ne le serais-je pas avec l'Italie et les langues germaniques? On m'a reproché de faire un peu trop le rappel de certains désirs de gars du XXe siècle, pas très recommandables, mais c'est sûr que ça ne peut que y ressembler quand on fait une union générale du groupe linguistique. Mais soyons précis alors, et déchirons ça. Commençons par l'Italie. J'étais parti sur une union italienne comme il s'est passé au XIXe siècle, mais d'un point de vue linguistique, il y a en réalité 3 branches bien distinctes dans l'arbre des langues romanes, et qui n'ont pas de nœud direct commun. À commencer par le sarde. On me l'a fait remarquer et à raison, le sarde est une langue à part sur sa propre branche. Donc on libère la Sardaigne, sauf un petit bout au nord qui présente des langues apparentées au corse. Ensuite, on sépare l'Italie du Nord, qui comprend 2 branches avec un nœud commun, le rhétoroman et le gallo-italique. Cela devient donc la gallo-rhétie. L'extension de la langue ligure tire la frontière dans les Alpes-Maritimes, comprenant Nice et Monaco. Tant qu'on est là, on pense à rendre le Tyrol du Sud à la Germanie. Il reste donc l'Italie du Sud, des langues italo-romanes, corse comprises, pour former un royaume d'Italie. Au passage, je rends la Dalmatie à la Confédération balkanique, le dalmate ou illyrien ou toute autre langue non slave de la région sont trop anciennes et éteintes pour être distinguées. Remontons au nord pour s'attaquer à cette grande confédération germanique que j'avais formée. Première chose, connecter la Flandre flamingeante et l'Artois flamingent de la France au pays flamand. Mais on va pas s'arrêter là. Cet ensemble linguistique est le sous-groupe bas-francisque que je vais unir au sous-groupe bas-saxon et bas-allemand. Bref, ça fait ainsi une sorte de basse-Allemagne, mais c'est moche comme nom, alors elle s'appellera Confédération d'Allemagne du Nord. On verra les frontières orientales plus tard. Pour le reste, au sud de cette ligne, il s'agit du grand groupe du Haut-Germanique et forme donc la Haute-Germanie. Je ne vais pas oublier de donner une grosse partie de l'Alsace-Moselle également. Oui, j'ai découpé les parties les plus occidentales, moins germaniques, pour les en sortir. Bien, posons la question de la frontière polono-allemande, ou disons plutôt slaves occidentaux et germaniques. C'est extrêmement délicat, car je vais vous montrer pour l'exemple tous ces territoires-là, en 1500 ans, n'ont en gros cessé de faire des allers-retours entre contrôles slaves ou germaniques. À titre d'exemple, la ville de Gdansk, ou Danzig, revendiquée par Polonais ou Allemands. Eh bien, les deux ont tort et raison à la fois. La ville est littéralement restée slave ou germanique à 50-50 du temps, sur près de 850 ans, soit un peu plus de 400 ans chacun. Et en alternance, comme j'ai dit. Et c'est un peu le cas de toute cette zone, donc à l'un ou à l'autre.
ce qui rend compliqué de choisir car les deux ont légitimité sur ces régions. Autant couper plus ou moins la part en deux, laissant la partie la plus orientale aux Slaves et le plus occidental aux Germaniques, jusqu'à la Poméranie occidentale. La Silésie reste aux Slaves, d'ailleurs on va reformer correctement l'État slave occidental. La République des deux nations, c'était bien joli, mais comme j'avais dit, complètement hors thème. Donc soyons rigoureux et cassons ça. La Pologne s'unit ainsi avec les Tchèques et Slovaques, formant Lechia. Du nom d'une légende, celle de trois frères, Lech, Tchèque et Russe, à la tête des tribus slaves qui se sont séparées pour former pour Lech la Pologne, Tchèque la Bohême et Russe la Ruthénie. On parle aussi des langues léchitiques ou léchites pour le polonais, le cachoub, le silésien, le polabe et les langues sorabes. Du coup, on va rattacher également la Sorabie et un morceau des régions polabes. Une partie des Sudètes va à la Haute-Germanie et quelques portions de Slovaquie où on parle hongrois à la Hongrie. Côté Lituanie, on va refaire un duché balte uni comme il faut, c'est-à-dire en rajoutant la majeure partie de la Prusse orientale, oui, car le vieux prussien à l'origine c'est balte. Et en sortant l'Estonie qui va au finno-ougrien avec la Livonie et un bout de l'Ingrie où étaient avant parlé l'ingriens du même groupe. Retournons vers l'Albanie-Kosovo, où les pro-serbes m'ont servi évidemment le Kosovo est serbe. Eh ben, vous voulez de la précision? Ok, je vais rendre les provinces où on parle le serbe, c'est tout. Par contre, oui, je vais être précis, donc je vais continuer à récupérer les provinces où on parle albanais tout autour, en Macédoine du Nord et un petit bout en Grèce. La Grèce d'ailleurs, où on m'a demandé de confier le pont Euxin, resté longtemps très hellénisé, alors soit, ça fait une longue bande côtière au nord, mais réduit un petit peu l'Arménie. Arménie d'ailleurs, qui récupère ce qui manque de la Siounie et le Haut-Karabakh. J'aimerais aussi faire un ajout spécial auquel j'ai pensé pour prendre en considération les juifs ashkénazes. Il s'agit des juifs européens dispersés un peu partout, surtout de l'est des territoires germaniques jusqu'aux terres slaves orientales. Leur langue est le yiddish, une langue qui prend source dans le haut-allemand, mais avec des ajouts de mots slaves et hébreux. Ces juifs étaient près de 11 millions au XXe siècle, avant d'être massivement assassinés à près de 60% pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà créé Israël en imaginant que l'État était posé depuis longtemps et pas juste au XXe siècle, donc techniquement le nombre de juifs européens devrait être un peu moins important dans ce monde. Mais d'un autre côté, la Seconde Guerre mondiale n'existant pas, ils ne sont pas massacrés et leur présence reste forte. Donc tout de même, au cas où, pour tous ceux qui restent, créer un petit État juif ashkénaze. Mais je me suis posé la question, où le poser? Dans une zone où ils sont les plus nombreux? Il y a plusieurs poches, mais difficile sans empiéter sur d'autres cultures. J'avais envisagé dans une partie de la Polésie, j'avais d'ailleurs commencé à tracer les frontières. Ils auraient été complètement enclavés au milieu des Slaves orientaux. J'ai finalement trouvé un autre endroit plutôt idéal, ce qui est appelé la Ruthénie subcarpatique. Un carrefour culturel entre Slaves orientaux, occidentaux, hongrois, roumains, et bien sûr avec des grosses concentrations des Ashkénazes. Cette petite région était donc parfaite pour servir de lieu d'accueil de tous les juifs ashkénazes de toute culture et suffisamment proche de tous ses voisins pour que les autres habitants d'autres cultures aillent dans leurs pays respectifs s'ils le désirent bien sûr. Ainsi apparaît le petit pays de Karpatorus Yiddishit, en hébreu désignant cette région en particulier, Karpatorus, affublé de l'adjectif yiddish. Dans le sud de la Russie actuelle, on va continuer des découpages. Je vais redétacher un autre état dans les environs, entre la Transcaucasie et la République des steppes Tchagatai, puisque la Kalmoukie est le seul pays d'Europe peuplé de Mongols, avec une langue donc du groupe mongol, bien loin d'ici, et pourtant, la Kalmoukie devient aussi le seul pays d'Europe de religion bouddhiste tibétain. Un vrai petit bout d'Asie en Europe. Et à côté, on recrée la Khazarie, qui serait restée si on considère dans le cadre de cette carte que l'Empire russe n'a pas existé. On le réduit toutefois pas mal dû à la présence de ses voisins que je laisse, car la Khazarie a été un temps beaucoup plus vaste.
peuple turcique de base, qui se distingue des Chagatai car une partie de sa population, ou au moins son élite dirigeante, était convertie au judaïsme. Wouhou! Un troisième état juif, dis donc, quel miracle! Ou du moins juif en partie. Certains auteurs veulent pousser à relier les juifs ashkénazes comme étant les descendants des Khazars, mais ces idées sont très controversées et sans preuve directe. Même si des liens peuvent éventuellement exister entre certains juifs orientaux et les Khazars, on ne peut se permettre de relier l'intégralité des juifs européens de cette manière. Ensuite, enfin, le cas russe. Puisqu'on a détruit la République des deux nations et formé une nation des Slaves occidentaux avec l'Ekia, on va faire une nation des Slaves orientaux, ou Vostokoslavie. Ce pays unit grosso modo ce qui reste de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie. Ouais, j'ai changé le nom, comme ça les petits malins pourront pas dire « Gneu gneu gneu, tu vois tout ça c'était russe ». Eh ben je me lave les mains des avis politiques actuels, ce monde n'est pas notre monde, donc ce sera Vostokoslavie, et même si ça sonne un peu comme un pays dans DC Comics, il peut être représentatif d'un pays unifié avec pacifisme et équité, en respectant les différences, ce que les humains actuels ne savent pas faire. Voilà pour ce redécoupage de l'Europe et je refais un survol général pour que vous puissiez bien regarder en détail à nouveau avant que l'on parte faire quelques modifs ailleurs dans le monde. Et non, stop les modifs là, même si vous rechipotez des choses, je ne referai pas de vidéo modif post-modif. Par contre, si vous avez des idées de sujets pour faire une nouvelle carte qui pourrait être intéressant, et pas forcément à l'échelle mondiale bien sûr, ça peut être une carte locale, dites-le en commentaire. Maintenant, quittons l'Europe pour l'Inde. J'y avais fait une sacrée erreur en regroupant tout d'un bloc, car en réalité, d'un point de vue linguistique, dans le sud de l'Inde se trouve le groupe des langues dravidiennes. Un groupe qui n'a rien à voir avec les langues indo-européennes, donc vraiment complètement à part. Je détache donc logiquement ce pays qui s'appellera Indravalayam. Indra dans les langues dravidiennes fait référence à la pluie et à l'abondance, alors que Valayam est la région. Indravalayam peut ainsi signifier région de l'abondance. Le Sri Lanka est du coup coupé en deux entre langue dravidienne et indienne. Ensuite, en Océanie, on m'a fait remarquer quelques détails à revoir, et en particulier pour les noms, où Micronésie, Mélanésie et Polynésie sont des noms inventés par les Européens, par Dumont d'Urville même, pour désigner des ensembles géographiques. Dans les faits, ça désigne plutôt bien les ensembles linguistiques quand même, mais revoyons tout ça en détail. On parle donc ici du grand ensemble des langues austronésiennes, deuxième plus grand groupe du monde, juste derrière le groupe africain Niger-Congo, on trouve 1273 langues austronésiennes. Ce groupe a évidemment plusieurs sous-branches, même si la classification a parfois tendance à changer selon les auteurs. En premier lieu, ce que j'ai appelé Austronésie va éclater. Je libère Taïwan, oui, car à elle seule l'île représente le groupe des langues formosanes qu'on ne trouve que là. Subdivisée en plusieurs branches, c'est une seule de ces branches formosanes qui a donné par évolution l'intégralité des autres langues océaniennes. Ensuite, dans les sous-groupes, j'ai uni les langues malayo-polynésiennes occidentales et soulou-philippines pour former Nusantara Raya, signifiant le grand archipel du milieu. Le morceau qui reste, formé de Sulawesi, des Moluques et des petites îles de la Sonde, comme Timor, Flores et Sumba, soit des langues malayo-polynésiennes centrales orientales, forme Rimatasi, la mer aux 5, en référence aux 5 principales îles de cet ensemble. La Papouasie ne conserve dans les îles que l'île Moluque du Nord. Ensuite, pour plus de lisibilité, vu que l'application ne permet pas de voir grand chose en Océanie, je vais vous présenter une carte déjà faite. C'est une carte du 19e siècle avec les anciens noms d'archipels, mais elle a le mérite d'être plutôt complète et de rendre tous les archipels bien visibles. Pour l'ex-Mélanésie, elle devient Vanuamana, signifiant terre de force pour les langues océano-lapitan. La Micronésie devient Mokuto, petites îles pour le groupe linguistique micronésien. Enfin, la Polynésie et ses langues fidjiennes polynésiennes est divisée en 3 pays. Aotearoa pour la Nouvelle-Zélande, Motu Atoa,
les îles de Tous, pour la majorité de la Polynésie jusqu'à l'île de Pâques et intégrant les Fidji, et Hawaï, séparé du reste par Mokutau, et s'étendant plus loin vers l'ouest que le simple archipel d'Hawaï jusqu'à l'atoll de Kouré. Dernière modif dans le nord de l'Afrique, petit conflit d'influence entre le Maghreb et Tamasra. Et je me suis dit que j'allais quand même privilégier les minorités berbères isolées, tarafites ou kabyles, pour les intégrer. Cela fait du coup disparaître le Maroc arabe, le Maghreb se raccourcit un peu, mais je vais redéfinir quelques frontières vers le sud, où l'arabe saharien ou algérien est parlé entre les deux groupes berbères. Et je ne change pas le pays des Touaregs. Voilà ce qui aurait pu se passer si l'influence arabe avait pu être repoussée par les berbères ou si les diverses révoltes qui ont eu lieu au cours de l'histoire auraient mené à former des pays berbères. Alors, que pensez-vous de ce nouveau monde? Pas mal, non? Et niveau taille, voici un petit classement des pays les plus grands, voici un petit top 10. En première place, la Sibérie, avec 10 620 000 km², c'est considérable, mais ce sont des terres nordiques, pas faciles. En deuxième, toujours des terres nordiques, un peu comme la Sibérie, c'est le Canada, avec 9 610 000 km². En troisième position se place Ubuntu, avec 8 180 000 km², plus grand pays d'Afrique, pas nordique cette fois, mais tout de même quelques portions désertiques ou de forêts denses équatoriales, pas des plus évidents à côtoyer. Quatrième position, Yertakuri, soit l'Australie en réalité, 7 715 000 km². En cinquième, la République des steppes Chagatai en Asie centrale, avec 6 450 000 km². Sixième position, Amazonia avec 5 429 000 km², le territoire protégé pour la forêt amazonienne. En septième, Costa Esmeralda avec un peu plus de 4 millions de km², c'est déjà une très bonne taille, et un peu après on trouve en huitième position la Mongolie avec 3 694 000 km², puis le califat arabique en 9e place à 3 433 000 km², et enfin Finougria à 3 404 000 km². Et rapidement, pour les trois places suivantes, entre 2,4 et 2,8 millions de km², on aura l'Assemblée Sioux, le Tibet et la Perse. Pour les plus petits pays, on va avoir Mokutau, donc cet archipel de Micronésie au milieu du Pacifique, avec seulement 2600 km². C'est ridiculement faible en termes de terre émergée, par contre le domaine océanique est considérable. En deuxième pays le plus petit, ce sera le petit pays juif au centre de l'Europe, Carpathorus Iidishit, avec 11 537 km². Ensuite, d'autres archipels avec les îles caribéennes et Hawaï à moins de 16 000 km², la Sardaigne à 24 000 km², encore on retourne dans le Pacifique avec Motu Atoa à moins de 27 000 km², Israël à 26 000 km², le Pays Basque à 33 000 km², Taïwan à 36 000 km², et Mbulu, le plus petit pays d'Afrique, à 36 000 km². Et pour l'Antarctique, alors rapidement, en se basant sur un système de traités similaire à notre monde, pas d'armée, pas de véritable contrôle unilatéral d'un pays sur les territoires, etc., on peut envisager quand même un petit découpage en camembert pour une administration de territoire, mais à un degré moindre qu'un véritable territoire national, avec accès et possibilité d'installation de base même à tout pays qui n'a pas directement une portion, en demandant la permission à l'administrateur du terrain. La base du partage serait tout pays possédant des terres au sud du tropique du Capricorne a droit à une portion administrée en prorata de la superficie de son territoire national. Plus gros pays, plus grosse part de camembert. Plus quelques administrations spéciales. Les 10 pays qui ont une direction administrative, donc on a Tawantinsuyu, Mapuche, la République Gaucha, Costa Esmeralda, Cauca, Ubuntu, Malagasy, Yertakuri, Aotearoa et Motu Atoa, et en administration spéciale de 3 regroupements de l'hémisphère nord, l'Union européenne, la Grande Union des peuples d'Amérique, ou GUPA, avec l'Assemblée algonquine, l'Assemblée Sioux, Anahuac et Mayapan, et le conglomérat d'Extrême-Orient CEO, c'est-à-dire la Chine Han, Nanzong, Taïwan, la Corée et le Japon.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos qui aura cumulé plus de 320 000 vues. Donc merci à vous, ça a permis de faire une petite parenthèse hors histoire brute, mais tout de même éducative, pour vous emmener dans ce monde parallèle géré par les groupes de langue. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, ciao!